Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler du marché de l'emploi aux États-Unis et si jamais on a le temps, on fera un petit sujet sur les retraites en France, mais on pourra remettre ça à demain. C'est pas forcément quelque chose qui a besoin d'être traité tout de suite. Il est 14h35 et on a eu le taux de chômage pour le mois de avril concernant les États-Unis. On a eu surtout les average hourly earnings. J'en parle pas mal, j'en parle assez souvent sur la chaîne puisque les average hourly earnings, eh bien c'est l'augmentation, on va dire, du taux de salaire horaire moyenne. Et ces chiffres sont bons pour le chômage, enfin bons pour l'économie américaine, entre guillemets. Sous-entendu, on est toujours au plein emploi, mais vous voyez qu'on avait un consensus qui était à 3,6 et qu'on a désormais un taux de chômage qui est à 3,4. Donc tout ça, c'est pas très bon pour le marché action, on va dire tout le marché, tout ce qui est plus ou moins risqué. Pourquoi ? Parce que le marché action réagit tout simplement à ce que nous dit la Fed, et enfin beaucoup, et donc en ce moment, bien évidemment, un marché de l'emploi qui est trop tendu, plus, vous le voyez ici, les average early earnings qui augmentent à 0,5 alors que le consensus était à 0,3 et que le précédent était à 0,3, veut dire que on est effectivement dans une configuration où les salaires augmentent et où le chômage diminue. Sous-entendu, du plein emploi et des salaires qui augmentent veut dire on n'est pas du tout venu, on n'est pas prêt d'être venu à bout de l'inflation, on va dire. Donc tout ça se corrèle pas mal au rapport ADP qu'on avait eu mercredi, qui nous avait dit qu'il y avait 290 000 créations d'emplois dans le privé. Donc ça corrèle pas mal. Les deux dernièrement se sont fait un peu la gueule, ils se tournaient un petit peu le dos. Et là en l'occurrence, on voit que c'est pas mal corrélé à ce qu'on avait eu déjà comme information mercredi. Donc en l'occurrence, là ce qu'on peut dire, c'est que il y a toujours un marché du travail qui est toujours aussi tendu aux États-Unis et tous les sujets, on va dire, qui inquiètent Jérôme Powell ne sont pas prêts d'être réglés. Et on peut voir ça aussi comme ça, c'est-à-dire que d'une certaine manière, étant donné que Powell a beaucoup botté en touche dernièrement, eh bien, il va être très data dependent. Et en l'occurrence, ici, on a une data qui ne va pas du tout dans le sens de, on va dire, un ralentissement de l'économie. C'est pas un ralentissement de l'économie, mais un ralentissement de la demande plutôt, ce qui, bien entendu, est souhaité par la Fed. On augmente les taux d'intérêt pour restreindre l'accès au crédit. Donc, en l'occurrence là, qu'est-ce qui s'est passé ? La news est sortie, vous le voyez, ça s'est passé vraiment à la minute près, à 14h30. On a eu ce petit drop qui nous donne un petit drop de $400 en une minute. Et puis là, pour le moment, je pense qu'on est en train de sortir les shorts, éventuellement pour, à court terme, avoir une continuation baissière. Quels sont les niveaux à surveiller ? Quels sont les niveaux auxquels on pourrait se reprendre ? Vous voyez que la structure là, à ce stade, elle est toujours haussière. Donc ça peut être juste une mèche. Globalement, je pense que c'est quand même une news assez importante, donc on pourrait voir un petit peu ici une correction un peu plus importante, c'est-à-dire prochain niveau, vous le voyez, ce sont les 28 600. Et potentiellement, pourquoi pas, un retour très légèrement sur cette trend que vous voyez là, donc la trend en 4 heures qu'on avait mis en avant ici il y a de ça un moment, et en l'occurrence un retour sur cette trend, ça nous ramènerait à peu près aux $28 400. Ce mouvement, on va voir, vous voyez ici, et on va traiter tout le sujet, qu'il y a une grosse ouverture de short au moment où ce mouvement-là sort, donc 14h30 tout pile, donc je pense qu'on va quand même sortir ce short sur la route. Si jamais il est en x100, on parle d'un short à sortir à $29 080. Si jamais il est en x50, 29 400. Donc pour le moment, le marché va nettoyer un petit peu ces shorts un petit peu trop, on va dire, agressifs sur la data, si tant est qu'il n'ait pas déjà bien entendu pris leur profit, ce que je ne pense pas être le cas à ce stade. En tout cas, on a pas mal poussé vers le bas, et cette nouvelle est une mauvaise nouvelle, on va dire, pour les secteurs qui sont extrêmement dépendants des taux d'intérêt, et Bitcoin en fait partie, puisque Bitcoin aime bien qu'il y ait pas mal de liquidités sur les marchés. Voilà pour cette idée un petit peu de la news. On va aller regarder Ethereum et on reviendra plus tard sur tout ce qui est scalping, etc. Donc les petites time frames. Ethereum qui actuellement est à 1900. Je pense qu'il a eu le même type de mouvement au moment où la news est sortie. Il est passé de 1920 à 1887. Une petite perte de $30. On a un Ethereum BTC qui est relativement haussier.
Vous voyez ici l'idée, pendant le mouvement en fait il a corrigé plus que BTC, ensuite il est revenu un petit peu plus haut. Donc si on regarde, on va dire, on va pas se mettre en daily, on va se mettre en 1 heure, et bien en ce moment Ethereum cartonne plutôt bien, en tout cas sur les dernières heures, Ethereum cartonne plutôt bien par rapport à BTC. Est-ce qu'on a une inversion de structure là? Pourquoi pas? En 1 heure on voit quand même qu'on a cette cuvette, éventuellement revenir ici prendre les 0,066, pourquoi pas. Et puis le prochain niveau vraiment important, vous voyez qu'on a attaqué ce creux là. On a attaqué ce creux. À ce stade là pour le moment on semble ne pas vouloir y aller, c'est-à-dire ne pas venir vouloir perdre le niveau qui est ici, celui du 4 heures là, qui est là, sur lequel on ne veut pas perdre en dessous. Cette traîne en revanche ici en 4 heures est perdue. Hop. Et en l'occurrence, nous, on avait établi la possibilité que ici on soit en bas d'une 2, c'est-à-dire qu'on soit désormais sur une reprise. Vous voyez que ça avait pas mal poussé derrière. Là, on a corrigé quasi 80% du mouvement. On va voir si cette cuvette se forme et si réellement, en fait, on vient prendre le niveau le plus haut précédent qui est ici. Donc voilà un petit peu pour cette idée-là. Ethereum BTC qui performe pas trop mal, on va dire. En 1 heure, il est haussier, alors qu'il avait été relativement baissier quand même sur ces derniers temps. On n'a toujours pas attaqué, néanmoins, cette trend baissière là qui fait énormément de sens. Où vous le voyez ici, on se fait rejeter à chaque fois. Donc peut-être que Ethereum BTC va juste venir faire un bisou à la trend. Pourquoi pas en concoctant à la fois la trend et ce niveau là. Et puis peut-être se faire rejeter et continuer sa structure baissière jusque là. En tout cas, à voir si ça se met en place. Personnellement, en ce moment, c'est le Bitcoin qui intéresse plutôt, parce que Bitcoin, on a une forme de comment dire, de contexte régulationnel, je sais pas si ça se dit, mais contexte de régulation qui est un peu plus clarifié que ce qu'on peut avoir sur toutes les autres altes. C'est un petit peu dommage parce qu'on était en train d'attaquer ici la 4 heures du haut, là, celle-ci, vous le voyez, qui était notre trend de distribution. Est-ce que on va réussir à rebondir dessus et repartir? C'est un petit peu la question du moment. Sous-entendu, cette question-là, elle va être... Enfin, on aura une réponse relativement bientôt, au sens où si énormément de gens sautent sur le bouton short, comme ce monsieur là que vous avez là, qui est une grosse ouverture de short en même temps, à ce moment-là, on peut s'attendre à un mouvement de liquidité qui vient plutôt chercher vers le haut. Donc, c'est-à-dire, vous avez une news qui est négative, mais le prix va vers le haut dans un premier temps, ce qui est relativement courant, où bien entendu, on fait un squeeze de liquidité plutôt que de faire, le mouvement naturel, on va dire, celui qui va, bien entendu, avec la news. On va aller voir les news justement. Ici on avait des futurs qui étaient plutôt à la hausse, les futurs sur S&P, c'est-à-dire si je regarde là ici, vous le voyez mon dashboard, vous avez ici un dollar qui est fortement haussier sur cette news, vous le voyez, enfin fortement, on est en 5 minutes là, donc bien entendu on passe de 101,33 à 168, c'est pas non plus énorme, mais cela dit vous avez un S&P qui est plutôt à la, et là on va mettre, les futurs justement. Voilà, vous avez des futurs qui avaient été plutôt haussiers toute la nuit. Bien entendu, on a droppé sur ce mouvement également. Vous voyez, tous les marchés drop en même temps sur cette news. L'or également qui drop. Pour le moment, est-ce qu'on peut dire que Bitcoin est plutôt corrélé à l'or ou plutôt au Bitcoin? Pour moi, on voit plutôt quand même une forme de corrélation à l'or. On avait un S&P qui était haussier, en même temps on avait un Bitcoin qui était baissier, en même temps Bitcoin avait bien poussé ici. Le gold avait bien poussé ici. Le gold perd des niveaux. En fait, d'une certaine manière, Bitcoin corrèle un petit peu à ce qu'il veut en ce moment. C'est un asset qui est plutôt libre. Alors ça peut être une bonne chose au sens où du coup il propose une diversification par rapport à tout ce qui est risk on risk off justement, et donc du coup peut-être qu'à un moment donné les hedge funds lui trouveront une case, lui mettront une étiquette, puisque en ce moment c'est un peu la difficulté. C'est-à-dire quand je dis les hedge funds, c'est tout simplement les institutions. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas trop où mettre Bitcoin et la crypto dans ce type de case. Personnellement, je tablerais bien sur et le scénario, vous le comprenez, est relativement osé. Mais je tablerais bien sur éventuellement une décorrélation du Bitcoin d'avec Ethereum ainsi que les autres altcoins, en fait finalement des altcoins qui vont devenir quelque chose qui est risk-on et le Bitcoin qui va devenir quelque chose qui est peut-être un peu plus risk-off, à savoir un asset qui est plutôt de l'ordre du cash ou de l'ordre de l'or. L'or est pas tout à fait risk-off, c'est pas une réalité en soi, ça aurait été une réalité il y a de ça 30 ou 40 ans, mais aujourd'hui c'est un petit peu différent.
mais je tablerais bien sur un truc comme ça, c'est-à-dire la disparition de Papa Bitcoin comme étant le leading indicateur de toute la crypto, et on aura d'un côté Bitcoin, et je pense même qu'on aura d'un côté Bitcoin, Ethereum, et de l'autre on aura toutes les altcoins qui deviendront plutôt des assets à risque, on va dire. Je pense que ça serait quelque chose qui pourrait bien se mettre en place dans les temps prochains. Ethereum a besoin de régulation. Si jamais on veut qu'Ethereum réellement soit plébiscité par les institutions, à ce moment-là, il va falloir faire la lumière sur qu'est-ce que c'est exactement. Est-ce que c'est une security? Est-ce que c'est une commodity? Ça on l'a déjà vu hier. Ici on va passer pas mal là-dessus, hein. Je pense qu'on n'a pas énormément de sujets intéressants aujourd'hui. Voilà, là vous voyez, hier, oui, on a eu les earnings de Apple hier, et ils sont plutôt bons. Vous le voyez ici, Apple qui est largement à son revenu, 94 milliards au lieu de 93 en forecast. Donc hier soir, on a eu plutôt cette bonne nouvelle. C'est peut-être pour ça que les futurs ont relativement pas mal augmenté dernièrement. Donc, on continue là-dessus. On va faire la liquidité. Mais avant ça, un petit sujet sur les retraites en France. Pourquoi est-ce qu'on réforme les retraites déjà? Et est-ce que les retraites, déjà, d'une première partie, est-ce que les retraites sont déjà... est-ce qu'elles sont en déficit réellement? Et d'une certaine manière, vous allez le voir ici, les retraites sont pas réellement en déficit, en fait, en réalité. On est plutôt sur un excédent. Bon, alors là, cet article date un petit peu. Il était de 5 janvier 2023, donc ça va. En 2022, on a eu plutôt un équilibre au niveau des retraites, hein, il faut le dire. Maintenant, c'est vrai que c'est un système qui est voué un peu à l'échec, puisque dans le temps, on risque d'avoir une démographie qui fait que ce système va être, bien entendu, déficitaire. Donc, quand on parle réellement de déficit des retraites, en fait, c'est un abus de langage un petit peu, mais effectivement, on est un petit peu dans une impasse, puisque au niveau de la démographie, déjà, comment est-ce qu'on peut assumer un système de répartition comme on a en France, c'est-à-dire un système où les actifs payent pour les retraités. Vous avez dans d'autres pays plus anglo-saxons plutôt un système qui va être un système d'accumulation, c'est-à-dire j'accumule toute ma vie, j'accumule de l'argent, je le place et je suis obligé de le faire, et puis à un certain moment, mon argent a fructifié sur les marchés, ça donne les fonds de pension, ça donne énormément de choses de ce type-là. C'est plutôt une bonne chose au niveau de l'investissement dans votre pays, parce que vous avez effectivement une épargne forcée qui est relativement intéressante et qui vous donne cette capacité d'avoir des très gros investissements, hein, de votre côté, dans votre pays. Donc ça, c'est relativement intéressant. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le système de répartition est bien entendu conditionné à plusieurs choses. Déjà, pour avoir un système de répartition qui fonctionne, c'est pas très compliqué de le voir. Il faut avoir une pyramide démographique qui reste une pyramide. Là, en l'occurrence, vous voyez que ça ressemble plutôt à une sculpture de Botero que une pyramide des âges, en tout cas ce qu'on a en France. Et quand on voit l'évolution, vous voyez là ici, on est en 1978, petit à petit c'est l'évolution de la pyramide des âges, et on voit effectivement très bien ici le baby boom qui est cette grosse vague là ici, cette espèce de gros endroit. Alors heureusement en France, heureusement pour nous, on revient à 1946, donc du coup on vous remontre l'évolution, vous voyez ici le nombre de morts, hein, le nombre de creux qu'il y a eu, voilà. Et en l'occurrence, après le baby boom, vous comprenez qu'on a ici en France un petit souci, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de retraités. Il y a eu un léger boom démographique dans les dernières années, mais ce qui aurait été en fait plutôt bien senti, ça aurait été bien évidemment d'avoir une politique plus nataliste les 20 dernières années. Vous avez quoi comme chance pour pouvoir payer avec des actifs vos retraités? Quelle est la chance que vous puissiez le faire, etc. Qu'est-ce que vous avez comme facteur? Vous avez la natalité, hein, ça paraît évident. À partir du moment où vous avez par exemple 3 actifs pour un retraité, tout va bien. Vous avez la productivité. Et en l'occurrence, ce qu'on peut voir sur la productivité en France, je vous le mets là, peut-être que c'est celui-ci. Ouais. La productivité, on voit la France est en bleu ici, elle a énormément baissé en 2020, ça c'est normal, les gens n'ont pas réellement travaillé, et depuis alors que les autres pays, on va dire Italie, Espagne, Allemagne, reprennent de la productivité, en France on est plutôt sur une latéralisation de la productivité, et également, vous le voyez ici, en productivité horaire, on est en train de plomber, alors qu'on était plutôt à des niveaux intéressants, hein. Vous voyez que tout le monde était un petit peu ensemble. On va dire que d'une certaine manière, la productivité
dans la zone euro, la France était plutôt bien placée en 2019, mais depuis le Covid, on est peut-être en train de perdre en partie la productivité. La deuxième chose aussi sur laquelle vous pouvez agir, c'est bien entendu l'immigration. Puisque si vous ne faites pas d'enfants et si vous ne travaillez pas plus à l'heure, si vous ne produisez pas plus de richesse, eh bien à ce moment-là... Alors, oui, bon, on continue là-dessus et après je ferai une sorte d'aparté, voilà. Donc du coup ici vous le voyez, l'immigration elle est, alors là j'ai que les chiffres 2019-2020, mais globalement je pense qu'elle est en ce moment en train de se réduire assez fortement et je ne pense pas que la France soit prête à dire on va pratiquer une politique d'immigration massive puisqu'on a un vrai problème démographique. Donc en l'occurrence je pense pas que ça sera le cas, je pense pas que actuellement la France soit entre guillemets prête à ça. Et puis donc voilà, vous êtes dans un pays où la productivité baisse, vous êtes dans un pays où l'immigration tend vers le bas visiblement, et vous êtes dans un pays où la démographie est exécrable. Donc la question ici, il y a une autre manière bien entendu de continuer à vivre de la même manière, c'est tout simplement de s'endetter, un petit peu comme on va dire si on met l'image d'un couple, le pays étant le couple ou le foyer, chérie, on avait une Porsche, une piscine, etc. Quoi qu'il en coûte, on va continuer à vivre comme ça, et puis à un moment donné, vous vous retrouvez en surendettement parce que vous n'êtes pas capable de mettre en face les remboursements qui conviennent. Donc c'est pour ça que il y a assez peu de temps, la France a perdu par la notation Fitch, elle est passée de AA à AA-, donc ça veut dire que en termes, on va dire, de fiabilité de la dette, c'est comme ça à quel point vous êtes capable de rembourser ce que vous avez à votre passif. La France, qui était plutôt dans le haut du panier, c'est-à-dire elle était auparavant à côté de tout ce qui était Allemagne, Australie, Danemark, États-Unis, Norvège, Pays-Bas, Suisse, Canada, Autriche et Nouvelle-Zélande. Désormais, elle se retrouve dans un panier légèrement inférieur, c'est-à-dire qu'elle est plutôt en bonne compagnie quand même, certes, avec le Royaume-Uni, la Belgique et la Corée du Sud. Pour faire l'aparté dont je voulais parler, ici, j'aborde le problème de façon très mathématique et très réductrice. Déjà, d'une certaine manière, pour moi, on devrait pouvoir prendre sa retraite à l'âge qu'on veut. Le fait d'essayer de dire tout le monde doit prendre sa retraite à 62 ans n'est pas une fin en soi, n'est pas une donnée. Je suis plus pour que les gens qui veuillent continuer à travailler, les gens qui veuillent s'arrêter à un certain moment le puissent, et ceux qui veulent continuer à travailler, parce qu'il y a des gens qui s'emmerdent quand ils sont à la retraite tout simplement, puissent le faire. Donc ça c'est la première chose très importante. La deuxième chose, je suis pas sûr que la croissance économique soit la source du bonheur dans un pays. En l'occurrence, par exemple, si je vous donne un exemple notable, vous avez des pays, il y a eu des notations sur le bonheur dans un pays, etc. Et je crois que le pays qui arrivait, il y avait beaucoup de pays africains qui arrivaient en fait dans les premiers. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez un soutien transgénérationnel, votre grand-mère va être à la retraite, vous allez la prendre à la maison, vous allez l'accepter, etc. Vous avez aussi du lien social, je sais pas, dans votre ville, dans votre village, etc. Enfin, en tout cas, on considère que l'enclavement des gens à la fois dans leur petite vie, dans leur téléphone, etc. et le fait de prendre mamie et de la mettre en maison de retraite alors que... comment expliquer ça ? Je suis en train d'aborder le sujet d'une manière comptable. Et une manière comptable, ça veut dire quoi ? Vous avez un investissement, c'est l'éducation. Cette éducation-là, imaginons par exemple, déjà pour moi, j'ai parlé d'une politique nataliste où ça aurait été très important de le faire il y a 20 ans, et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel notre pays a complètement foiré. La deuxième chose aussi, c'est l'éducation. On éduque énormément de gens, donc ça nous coûte énormément d'argent, et ces gens-là derrière partent aux États-Unis, à Dubaï, on va dire une sorte de fuite des cerveaux qui viennent tout juste d'être éduqués, tout simplement parce que le système fiscal en France n'engage pas des gens qui sont en CSP+++ à rester et à produire dans leur pays, même si, encore une fois, il y a des CSP+, il y a des CSP-, c'est pas vraiment la question, mais par contre, investissement dans de l'éducation égale on doit amortir cela, et pour moi voilà c'est très important que ces gens-là restent pour produire de la richesse en France, donc ils aient envie de rester. Ça c'est la deuxième chose. Éducation également, oui, donc je parlais d'amortissement, donc on va aborder logique comptable. Vous naissez, l'État investit dans vous, enfin la communauté investit dans vous pour faire des études, ensuite vous avez toute une période de productivité qui va être votre période de travail, vous avez des gens qui vont être carleurs, qui vont être et qui du coup à 62 ans leur dos en peut plus, leurs genoux n'en peuvent plus, etc. Et c'est tout à fait normal qu'ils aient droit à une retraite décente et qu'elle soit vraiment bien prévue.
À partir de là, deuxième échec pour moi, c'est il y a un moment donné où on aurait pu très légèrement basculer sur un système hybride entre répartition et accumulation, et on ne l'a pas fait. Ça a été fait plus ou moins pour les chefs d'entreprise. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une retraite capitalisation auprès de votre banque, par exemple. Vous pouvez très bien ouvrir un plan épargne retraite, ce genre de choses, mais c'est quelque chose qui n'a pas été bien poussé comme il aurait dû. Et donc, sous-entendu par des incitations fiscales, c'est ça que je veux dire. Politique nataliste, on a les quotients familiales, on a la CAF, on a des tas de choses comme ça, mais je pense qu'ici, la France est en dessous des 2 enfants par famille, et elle devrait être très largement au-delà des 2,2, 2,3. Si jamais on avait vraiment fait un beau boulot de ce côté-là, on aurait pu ici reprendre les choses. Et... oui, donc logique comptable, ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous n'êtes plus productif, et en fait, on vous met un petit peu à la casse avec cette idée d'une valeur nette comptable qu'il vous reste, moins les amortissements, etc. Et puis là, du coup, voilà, on vous met un petit peu de côté. Je trouve que c'est dommage que, d'une certaine manière, par exemple, et c'est mon avis, alors il y a plein de gens qui vont dire, mais ça peut faire, je sais pas, des maladies, des choses comme ça, etc., mais... c'est un avis. Pour moi, il faudrait que les écoles aient des liens avec les maisons de retraite, et que nos petits papis-mamies profitent éventuellement de temps en temps de voir de la transgénération également. Je pense également que les sociétés devraient pouvoir profiter de gens qui sont extrêmement compétents dans certains domaines, qui sont à la retraite, par exemple comptabilité, ce genre de choses, etc., pour accroître la productivité des gens qui sont déjà dans leur carcan, on va dire, professionnel. Une société en difficulté, par exemple, devrait pouvoir aller voir dans une maison de retraite et dire machin qui était ancien expert comptable, avec que cette personne puisse amener du savoir, que ça soit gratuitement ou même en étant payé, bien évidemment. Voilà, je pense qu'on est dans cette logique très réductrice de t'as 62 ans, ça y est, c'est terminé, maintenant tu peux aller entre guillemets te reposer, mais qu'en fait on valorise pas ces gens qui sont entre guillemets en train de se reposer, et surtout qui sont assis sur énormément de connaissances, sur énormément de sujets. Donc c'est un peu décousu ma manière de voir les choses, mais voilà, pour moi on a raté plusieurs virages dans cette espèce d'idée. Je parle souvent dans mes vidéos de la vision court-termiste, finalement, d'avoir quelqu'un qui n'est élu que pour 5 ans. Je pense d'ailleurs que, en grande partie pour ma part, le passage du septennat au quinquennat a été une connerie. Et voilà, je pense que les institutions de la 5e avaient été plutôt bien pensées, et en l'occurrence là, on a fait une grosse connerie en mettant du plus court terme. Alors oui, vous tapiez un président pendant 7 ans, certes, mais au moins en 7 ans, vous aviez des chances de changer des choses, et d'avoir une vision un petit peu plus long terme, en tout cas quand vous commencez votre première année. C'est mon avis, encore une fois, ça n'engage que moi. Ici, voilà, ce que je vous donne, c'est vraiment ma vision des choses. Le problème, c'est que maintenant, cette réforme des retraites, et là on parle des marchés, cette réforme des retraites, elle est vue comme nécessaire par le reste du monde, entre guillemets, et que donc du coup, effectivement, vous avez des startups en France, etc., qui vont pâtir un peu de cette histoire, parce que tout simplement, effectivement, on a raté tous les virages qu'on aurait dû prendre avant, et là, maintenant, il est, entre guillemets, temps de réfléchir à la démographie de demain, et du coup, peut-être à un moment donné, de réfléchir à des solutions. Et la retraite à 64, je crois, en soi, pour moi, on devrait avoir le choix. Voilà, tout simplement. Celui qui veut une retraite à taux plein, il devrait pouvoir l'avoir à 62 s'il veut. Il devrait y avoir un bonus pour celui qui veut travailler jusqu'à 64. Il devrait même y avoir un ultra bonus pour ceux qui continuent à travailler. Le fait d'avoir des gens qui travaillent, de toute façon, n'est pas une mauvaise chose dans un pays, puisque, entre guillemets, on parle ici de productivité, encore une fois. Donc, l'idée ici, pour moi... je suis pas pour cette réforme sur le fond. Je suis pour le fait qu'on aurait pu largement éviter cette réforme si on avait eu, il y a 20 ans, les bonnes mesures, tout simplement. Et elles étaient pas forcément restrictives. Elles étaient vraiment dans une capacité, pour moi, il fallait engager une politique nataliste très forte. La troisième chose également, c'est que bien évidemment, vous allez avoir des gens qui vont vous dire, non mais on est 68 millions en France, pourquoi est-ce qu'on serait 80 ? Est-ce que vraiment la croissance démographique pour continuer à pousser une croissance économique est une fin en soi ? Et ça, je suis tout à fait conscient que il y a un moment donné où vous pouvez pas d'une manière constante, vous ne pouvez pas, les ressources du monde sont finies, etc., et qu'il y a un moment donné où effectivement il semblerait que ça soit pas
possible d'utiliser uniquement la démographie pour grossir, puisque, encore une fois, les ressources du monde ont une dimension qui est finie. Donc la grande question, elle est, vous voyez que j'ai abordé ce sujet sous plein d'angles différents. Petit 1, c'est quoi d'être heureux? Petit 2, c'est quoi d'être productif? Petit 3, c'est quoi de partir à la retraite? Et petit 4, on a effectivement un souci, donc comment on le règle? Macron a un souci de ce côté-là qu'il va devoir régler, en tout cas de manière à pouvoir effectivement ici reprendre des notations meilleures. C'est important que notre pays ait une bonne notation pour de toute façon, voilà, rester dans le carcan, entre guillemets, des pays qui peuvent assumer leur endettement. À partir du moment où on va avoir je crois que ça s'appelle Credit Default Swaps, les CDS, où du coup donc l'assurance pour prendre des bons du Trésor français par exemple va augmenter puisque sa notation diminue. Ça n'est pas du tout une bonne chose puisqu'on va devoir offrir des rendements meilleurs, etc. Toutes ces choses-là. Et puis surtout que les gens n'auront pas nécessairement envie d'aller investir dans un pays sur lequel on a une notation qui n'est pas la bonne. Donc ça, c'est vraiment des choses à comprendre. Et encore une fois, voilà, quand je vous l'ai dit, moi, je serais pas contre une politique d'immigration massive pour dire tout simplement, on préserve plus ou moins ce qu'on a déjà, c'est-à-dire plus de gens qui travaillent en France, c'est tout simplement plus de gens qui cotisent. Mais bien entendu, ça risque de poser des problèmes culturels, et ça, c'est évident. Augmentation de la productivité, quelles sont les solutions? Malheureusement, elles sont de dire, on se remet au boulot. On se remet au boulot, ça veut dire de l'austérité. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir souffrir, un petit peu comme les politiques d'austérité qu'on a pu avoir dans les années 80, etc. Où du coup, les gens, en fait, gagnaient moins que par le passé, et donc du coup ils avaient forcément à ce moment-là, et c'est ce qui se passe aux États-Unis, vous avez une flexibilité énorme du travail, ils avaient malheureusement à prendre un deuxième boulot, à aller chercher ci, à aller chercher ça, trouver toujours des solutions pour soit préserver leur niveau de vie, soit au moins pouvoir vivre normalement. Il y a une énorme question en France, et pour moi là ça j'atteins aussi l'idée de l'égalité des chances, voilà, c'est que je pense que les classes moyennes, en fait, quand vous êtes dans une classe toute, on va dire une classe une catégorie qui va être vraiment dans la catégorie des quasi-pauvres, au sens pauvreté, au sens de l'OCDE, vous allez avoir aucune incitation à rentrer dans la classe moyenne. Vous avez ici un pas qui va se former et comme vous allez perdre énormément d'avantages, et du coup vous allez avoir aucune incitation à vous dire moi je vais tout simplement aller ici dégoter le Saint Graal qui est de payer des impôts en fait en réalité. C'est très bien de payer des impôts et payer trop d'impôts c'est un problème de riches, donc du coup pour moi ça n'a pas de sens. Mais après je pense qu'on est complètement en train de matraquer en ce moment la classe moyenne, et qui pour le coup, cette classe moyenne qui est extrêmement productive pour le pays, notamment les entrepreneurs, tous ces champs-là, etc., les gens qui vraiment déjà apportent une solution à leur propre chômage en créant leur propre emploi, mais en plus éventuellement embauchent pour créer les emplois des autres, ne sont pas du tout valorisés dans notre pays, et c'est un vrai problème. La troisième chose également, c'est que je pense que au niveau égalité des chances, malheureusement, on a créé un gap avec, on a une grande masse de classes entre guillemets moyennes, donc qui n'ont aucun intérêt à devenir riches parce que déjà, d'une part, ça paraît impossible de le faire. Deuxièmement, ça paraît complètement, quand vous faites atomiser par les impôts et que vous vous rendez compte que vous travaillez beaucoup plus, mais que finalement vous allez avoir exactement le même revenu à la fin, quel est l'intérêt? Et la troisième chose, c'est tout simplement de dire également, les très riches on bénéficie de conseils et de possibilités d'évasion fiscale ou d'optimisation fiscale, trouvez le terme qui vous convient, qui malheureusement vont au détriment du pays. Donc là on parle de déficits sur lesquels, pour moi, si on arrivait à engager une vraie politique tout simplement de baisse des prélèvements obligatoires, de baisse des prélèvements obligatoires en tout cas pour les bonnes zones tout simplement de ce pays, c'est-à-dire ce fameux passage du déclic à la classe de la pauvreté à la classe moyenne d'abord d'une part, et également quand on est dans une classe moyenne, le fait d'avoir envie d'y rester et d'avoir envie également de devenir riche, donc cette idée de régalienne qui va être de l'égalité des chances et qui est pour moi extrêmement condensée dans tout ce qui est
éducation, tout simplement. C'est pour ça que la France est un beau pays. On est capable d'opérer un SDF à cœur ouvert et en même temps, on est capable d'éduquer quelqu'un qui est analphabète pour l'emmener vers des, je sais pas, HEC ou l'ENA si on veut. Donc ça, c'est vraiment des capacités qu'a la France et c'est ce qui en fait à la base un beau pays. Malheureusement, il y a des solutions à trouver pour pas mal de choses et en l'occurrence ici, sur les retraites, on arrive dans pas longtemps dans une impasse. Donc effectivement, il faut prendre le problème à bras le corps et effectivement, à partir de là, il faut trouver des solutions. Il n'est pas trop tard, je pense, pour, si ce n'est là ici, prendre ce problème-là, on va dire, qui va être le sujet des retraites ou de la durée du temps de travail, toutes ces choses-là. Il n'est pas trop tard pour faire machine arrière. Je ne suis pas quelqu'un qui suis sur le fond vraiment libéral. Par contre, je suis pour que notre pays ait une vision forte et que ces visions-là, elles puissent durer une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc je pense aujourd'hui que les sujets de clivage gauche-droite sont complètement dépassés. Pour moi, il y a plutôt une question qui va être investissement stratégique, donc tout ce qui est nucléaire, militaire, éducation, santé, qui doivent être mis sur un piédestal et absolument, qui en théorie devraient faire du plus de 100% en ce moment parce qu'ils sont extrêmement importants. Et de l'autre côté, ce qu'on va appeler des dépenses somptuaires, c'est-à-dire des tas de dépenses qui finalement ne sont pas nécessaires pour que le pays tourne. Et pour le coup, plutôt une réorganisation, voilà, des ressources à mettre en place et des dépenses à effectuer dans ce sens. Voilà, très long monologue, mais du coup, je trouvais que c'était important de montrer ici un petit peu c'est quoi la retraite, c'est quoi la productivité, c'est quoi la démographie et c'est quoi l'immigration et et c'est quoi l'endettement également, et de mettre tout ça un petit peu en exergue. Ça n'a rien à voir avec la crypto, mais je pense que de toute manière on est dans un secteur où, et là j'ai même pas parlé d'inflation, l'endettement à outrance pour un État signifie que sa monnaie doit se dévaluer de manière d'une certaine manière, si les États peuvent battre monnaie, à ce moment-là, bien évidemment, la dette est beaucoup plus facile à rembourser puisque vous empruntez 1 million il y a 10 ans, vous pouvez faire beaucoup plus de choses avec 1 million il y a 10 ans qu'avec 1 million aujourd'hui. Vous remboursez 1 million aujourd'hui, donc en termes, on va dire, d'efficience, vous êtes gagnant, mais surtout, c'est la communauté qui va rembourser ça. Qui va rembourser ça ? Ceux qui veulent transporter leur valeur travail dans le temps. Donc, on revient à l'idée des retraités. Pourquoi les retraités transportent leur valeur travail dans le temps ? Tout simplement parce que toute leur vie, ils ont épargné, ou en tout cas, ils ont cotisé, et que désormais, on les met en face d'une somme d'argent qui a perdu énormément de sa valeur par rapport au moment où eux l'avaient mise de côté. Donc mauvais calcul également, mauvais calcul puisque derrière on se retrouve avec effectivement des problèmes, il faut revaloriser les retraites, et mauvais calcul puisqu'on est effectivement dans ce fameux système de répartition qui marche bien quand on est un beau pays avec des actifs et assez peu de retraités, mais qui marche un peu moins bien quand on arrive à des gens qui peuvent vivre jusqu'à 80, ouais voilà, je sais pas quelle espérance de vie actuellement, mais voilà, on est peut-être sur quelque chose comme ça. Je pense qu'on est autour de 81 pour les femmes, et pour les hommes on doit être autour de 75, je sais pas exactement quels sont les chiffres, mais voilà. Alors l'idée, c'est pas la peine de se tuer au travail non plus, etc. Ceux qui veulent se retirer doivent pouvoir le faire, mais à mon avis, il doit être important durant toute votre vie, d'avoir aussi une logique parfois de cigale et un peu moins de fourmi quand c'est les moments où ça doit être important. Et là actuellement, on est dans une zone où on a beaucoup trop dépensé, notamment, je pense que tout ce qui a été dépensé sur le Covid, c'est complètement une hérésie. Tout ce qui a été imprimé également pendant le Covid, c'est complètement une hérésie. C'était pas la peine de faire ça. Il y avait pas, c'était pas la peine de le faire, c'est évident. Mais malheureusement, on ne savait pas ce qu'il y avait derrière, donc du coup, on a eu droit au quoi qu'il en coûte, et ça a fait littéralement exploser la dette. Ce que les gens ne savent pas, c'est que, et là je vais vous montrer mon côté absolument non libéral, c'est que une des personnes qui a le plus fait exploser la dette en France, c'est Nicolas Sarkozy. Par exemple, pour dire quelqu'un qui avait théoriquement une vision, on va dire, plutôt libérale de l'histoire, en fait c'est sous Sarkozy que la dette a quand même relativement explosé le plus. Sarkozy n'avait pas des années faciles, on était en 2008. Voilà, c'est à mettre entre parenthèses également, mais il faut le savoir que vraiment c'était Nicolas Sarkozy qui a le plus fait exploser la dette sur ces 20 dernières années. On en parlera peut-être un jour. Bref.
Voilà pour moi, voilà pour l'idée que j'en ai. Ça vaut ce que ça vaut. Je suis conscient que ça intéresse pas forcément tout le monde, que d'avoir mon avis. C'est un petit peu une discussion de comptoir là, mais voilà, je vous donne un petit peu cette idée. Et vous voyez qu'on l'a abordé au travers des marchés, puisque quand même il y a cette idée de notation de la France. Allez, on envoie la page de pub et ensuite on parlera des liquidités. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil, et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces 2 exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Ok, on est là sur les liquidations. Intéressant, 86 millions de liquidés et on a un peu moins de la moitié qui est sur Bitcoin, Ethereum. Toujours PEP qui est dans les tuyaux avec également Optimistic, Gala et Arbitrum. Là où c'est intéressant également, c'est que on a plus liquidé sur OKEx et Bybit que sur Binance. Donc en ce moment, gros désintérêt, je trouve, en tout cas de l'open interest au niveau de Binance. Vous voyez ici que OKEx est le grand gagnant un peu de l'histoire, puisque on est à 40% des liquidations qui se sont mises en place. Peut-être parce qu'il y a plus de ces coins là qui sont dessus, mais en tout cas c'est intéressant de le regarder, peut-être un désintéressement des traders de Binance. Deuxième chose, le carnet d'ordre. Alors on a des ordres qui sont apparus ici, ils ont failli être touchés, je pense qu'on en a même touché une partie. Vous voyez qu'on était à 215 avant, donc c'est ça qui a bloqué le prix à la baisse autour des 28,8. On a des ordres qui ont bloqué peut-être potentiellement le prix. On va regarder si on est dans la zone. Non, ils n'ont pas été touchés ici. Ils restent à 148 Bitcoin autour des 29 278. Donc voilà, on a un petit risque de rester entre ces deux bornes, ou en tout cas il faudra au moins pouvoir bouffer 160 Bitcoin à nouveau pour pouvoir avoir cette phase baissière. En tout cas ici on voit qu'on a latéralisé grâce au carnet d'ordre et grâce à ces achats de Bitcoin qui ont été faits ici dans cette zone. Est-ce qu'on a plus d'ordre à la vente ou à l'achat? Bon, c'est à peu près kiff-kiff. Vous voyez qu'en tout cas, dans la zone ici des 29,8 à 30K, il va falloir un paquet de momentum pour pouvoir passer ça. Les marchés en levier. Alors, on n'avait pas forcément ici établi qu'il y avait énormément de longues dans la zone à venir prendre. Par contre, on avait parlé des 29,6 hier, qui aurait été un point que moi j'aurais bien vu être pris. On avait dû faire la vidéo par là hier. Et vous voyez qu'on est monté à 25 539. Donc, est-ce qu'on peut estimer que les 29,6 ont été pris? Non, moi j'aurais tendance à estimer qu'on pourrait aller à 29,6 ici sur cette zone-là. Pour le moment, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, on a peut-être été un peu trop optimiste juste avant les chiffres du chômage. Ici, le prix a dumpé.
et là désormais on a un funding qui est en train de passer à la baisse sur tout ça. Donc est-ce que le sentiment va être désormais très mauvais sur les annonces de ces news du chômage ou pas? Et surtout, qu'est-ce qu'on a fait depuis hier? Ici, vous voyez qu'on avait pas mal de shorts qui s'étaient mis en branle, donc du coup ça sous-entendait qu'on allait potentiellement venir prendre ce niveau-là, mais il avait déjà été travaillé dans cette zone. Ici sur la descente, on est à peu près normal. Ici on passe très légèrement en funding négatif. Ici on avait été relongué, vous le voyez ici, donc on avait un point à venir prendre en fait juste là. D'accord, ici on avait été relongué, bon le prix monte donc c'est à peu près cohérent, il n'y a pas d'anomalie non plus. Ici sur cette zone là on n'a pas d'anomalie non plus, par contre ici j'ai beaucoup de longues qui étaient rentrées sur ce niveau là et là du coup ils ont été liquidés par ce mouvement autour encore une fois des prix du taux de chômage. Cette news est relativement baissière, vous voyez qu'elle a effacé pas mal de contrats sur cette zone là, beaucoup de contrats qui ont été effacés. Est-ce qu'on rajoute du short? Ouais, on peut éventuellement rajouter du short et je pense à peu près dans ces niveaux là. C'est-à-dire à ce stade-là, on peut estimer qu'on est plus shorté que longé. Pourquoi? Parce que j'ai un nombre de contrats qui augmente malgré une latéralisation du prix et que en même temps j'ai une baisse du funding. Donc oui, il y a un petit niveau à prendre, en tout cas sur le niveau actuel. Après, on va peut-être mieux affiner quand on verra les poches de liquidité là-dessus. Ethereum, eh ben, lui pour le coup il a pris ses deux bornes, une là et une là, donc très propre. Après là j'ai une latéralisation du funding avec augmentation du prix, ça reste cohérent mais on a peut-être un petit peu de long à prendre dans cette zone là. Ensuite, on est assez fortement shorté sur ce niveau-là, vous le voyez là, le prix latéralise mais le funding fait un plongeon, c'est ce qu'on est venu chercher sur ce mouvement-là. Ensuite, derrière, c'est plutôt normal, et puis là on s'attendrait à une baisse peut-être plus importante du funding, donc on a peut-être un petit peu de long là. Très légèrement, donc ces deux niveaux-là à venir prendre éventuellement sur Ether, donc 1876, 1880, et on a peut-être très légèrement du short ici, mais c'est vraiment pas énorme non plus. Hein. Là, c'est vraiment quasiment mettre des niveaux pour mettre des niveaux, parce qu'on pourrait même les mettre en trétillé, vous voyez, parce que pour le coup, on n'a pas d'anomalie substantielle au niveau du funding, ça reste vraiment cohérent. Donc voilà, pas vraiment de direction claire, en tout cas, dans cette zone. Peut-être que les poches de liquidité vont pouvoir nous en dire un petit peu plus. En l'occurrence, on a vu ce gros short qui était rentré là. On va aller voir si jamais il est en x100, est-ce qu'il a été liquidé. Désormais, on est sur un delta positif en faveur des longueurs, c'est-à-dire qu'on a plus de longueurs que de shorteurs. Donc, ça amènerait peut-être une direction plutôt baissière à hauteur de 6,72 milliards. Quand on regarde les x100 ou pas, est-ce que ce niveau-là, cette grosse position qui a été ouverte, a été liquidée? La réponse est... je crois que c'est le cas. Hein. Je pense que sur ce rebond-là, elle a été liquidée. Donc peut-être que ce rebond-là est terminé, si cette personne-là était en x100. Et peut-être que désormais, on vient s'occuper des longues résiduelles sur la zone. Est-ce que ça veut dire que le mouvement va totalement s'arrêter là? Non, mais c'était peut-être la news dont on avait besoin pour éventuellement refaire repartir le prix, éventuellement sur des deltas un peu plus corrects. 3,77 milliards sur Ethereum. Vous voyez qu'on a un long et un short qui s'ouvrent en même temps. Est-ce que les deux ont été liquidés ou pas? C'est ce qu'on va voir. Alors, il semblerait que le long soit encore là et le short a été liquidé en l'occurrence. Donc du coup, ça serait plutôt baissier également à très court terme. On va regarder la 12 heures. Sur la 12 heures, je pense qu'on a liquidé du short en premier, ensuite du long. Oui, voilà, vous le voyez là, hein, on a bien fait un joli nettoyage sur cette news là. Désormais, il y a plutôt du short en haut que du long, entre guillemets, c'est ce qu'on pourrait voir sur BTC. Sur la 7 jours, on est au milieu de deux zones, mais on pourrait dire éventuellement sur la 7 jours que c'est plutôt les 27,4 qui nous narguent en ce moment que les 30 000 $. Donc vous voyez qu'on est un peu sur une petite inversion, et par contre quand on regarde là un mois, on voit que effectivement la zone à venir prendre c'est 31,5.
Personnellement, je vais rester sur mon avis initial, qui est que on touchera les 31 avant de toucher les 25. Maintenant, un petit tour à 27, pourquoi pas. Un petit tour à 27,4, 27,5, juste avant ça, pourquoi pas. Là, vous voyez, c'est la même chose sur Ether. Par contre, sur Ether, j'ai l'impression qu'on a plus de long que de short, donc l'analyse est un petit peu différente. Également sur la 7 jours, on est pareil, un peu au milieu de rien, entre deux zones qui pourraient donc nous emmener au-delà des 2000 $, tout comme en dessous des 1770. Et quand on regarde là un mois, et bien pour Ether, on a plutôt une zone de valeur autour de 1006 ici qui n'a pas été prise, qui n'a jamais été nettoyée. Elle date depuis le 16 avril, donc elle a désormais 3 semaines. Et celle-ci n'a pas été prise. Maintenant, est-ce que Ether va suivre BTC? Est-ce qu'on pourrait pas aussi avoir un FUD de régulation sur Ether, sur Ether et les altcoins? Donc un premier FUD de régulation sur Ether qui pourrait nous ramener sous les 1006, et puis pour ensuite venir prendre la zone des 2000-2100, ou alors est-ce qu'on va laisser gagner toute cette borne-là sous les 1006? Est-ce que pour l'instant on n'arrive pas encore à y accéder, et est-ce que c'est quelque chose qui est fait pour potentiellement durer? On revient sur les petites time frames sur Bitcoin. Alors, cette 4 heures, elle semble être perdue désormais. Là, je parle de la 4 heures de distribution ici. Vous voyez qu'on a hard closé ici une bougie entière en dehors. Pour le moment, on la reteste. Donc ça, au niveau structurel, on va dire, ça irait plutôt dans le sens d'un breakout. Pour le moment, on tient également, vous le voyez ici, on avait cette trend en 4 heures, là, qui semble s'être accéléré ici, d'accord? Donc ça aurait plutôt tendance à dire qu'on va venir accoucher ce niveau-là, et peut-être même celui-ci, donc les 31. Si on perd les 30, pour moi, on n'aura pas trop de difficulté à aller jusqu'à 31. Donc si jamais on fait un mouvement aussi ici, ça risque d'être un mouvement, non pas de 1000 $ d'un coup, mais plutôt de 2000. Donc en termes de price action, ça serait pas mal pour du long. On a vu qu'en termes de liquidité, il y avait quand même un petit peu de monde à prendre en dessous. Donc pourquoi pas un retest ici de la 4 heures, c'est-à-dire ne pas garder ici cette 15 minutes, mais venir retester la 4 heures, ce qui nous emmènerait encore une fois aux 28 400 $. Pour le moment, on a une heure qui est toujours haussière. On va passer sur le 15 minutes. 15 minutes, on a peut-être un début de retournement ici avec ce M, mais on n'a pas perdu le creux majeur qui est là. Donc pour le moment, j'ai également, voilà, on va dire une 15 minutes qui est plus ou moins dans le sens de la 1 heure. Si jamais on arrive à péter, bien évidemment, les 29,5. Et ça tiendrait uniquement si jamais la liquidité devient extrêmement short là en ce moment. Ce qui n'est pas forcément ce qu'on a vu, sauf à dire qu'il y avait une très grosse position qui s'était ouverte effectivement. Mais pour le moment, on n'a pas vu tout le monde sauter sur le bouton short. Et ce petit mouvement ici de price action, vous le voyez, et ben si on continue à faire ça, là pour le coup on risque de réenclencher pas mal de shorts et potentiellement de trouver rebond. Si jamais on trouvait rebond, dans quelle zone est-ce que ça pourrait se faire? Vous voyez que là il y a une forme de support. On va garder celui-ci ici qui était plutôt pas mal mis là en 1 heure, mais vous voyez le bandeau ici, globalement dans toute cette zone là, ça pourrait supporter. Donc ça nous emmènerait autour des 28,7 et on a effectivement cette trend. Est-ce que le croisement de cette trend pourrait correspondre à un support? Non, on est un peu dans des notions intermédiaires ici. Enfin, en tout cas, vous voyez qu'on a un peu joué sur ces niveaux, mais il n'y a pas eu non plus de réaction énorme autour des 28,4. Donc si on continue à baisser ici, c'est peut-être plus un retour soit sur la trend, soit un retour directement sur les 28,2. Sur la 5 minutes, pour le moment, on semble être baissier. Voilà, on a 1, 2, 3, un mouvement 3, peut-être que c'est terminé, c'est une possibilité. Il faudra zioter si on a une vraie structure de retournement ici, en l'occurrence structure de retournement, quand est-ce qu'on l'aura à la prise ici le fait de faire un double bottom tout simplement là ici et puis de dépasser ce niveau-là. Donc ça c'est une première chose. Et puis également, finalement, on voit sur la... Alors, on est plutôt sur de la 5 minutes, là. On voit sur la 5 minutes que ce niveau-là n'est pas hard closé. D'accord? Là, ce niveau-là, en 1 heure, il n'a pas été hard closé. Donc, s'il n'est pas hard closé en 5 minutes, vous comprenez, donc il n'est pas fermé, c'est-à-dire que j'ai pas un corps de bougie à l'extérieur de ce niveau-là. S'il n'est pas hard closé en 5 minutes, il n'est pas hard closé non plus en 1 heure, qui est bien évidemment la time frame. Donc, ce niveau-là... Au plus vous descendez dans les time frames, au plus vous gagnez en précision, au plus vous montez dans les time frames, au plus vous montez en force. Le niveau est censé être plus péchu quand vous avez des time frames plus importantes. Donc le fait de hard closer ici en 5 minutes, ça peut être déjà un premier signal éventuellement que ça c'est en train de se mettre en place. 1, 2, 3,
4, et là je repère ici 5, donc du coup j'ai une structure effectivement sur le 5 minutes qui devient baissière. Voilà, la news est mauvaise, mais voilà, parfois il faut aussi être un petit peu plus intelligent que la musique, on va dire, et du coup potentiellement se dire bon, est-ce que réellement tout le monde pourrait sauter sur le bouton short à ce stade ou pas. On va voir si c'est le cas. Personnellement, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Sous-entendu, bon, on pouvait s'y attendre étant donné le rapport ADP qu'on avait eu encore une fois mercredi. C'est vraiment une mauvaise nouvelle, mais pour moi, on est en train de clôturer cette 4 heures, hein, là, donc la structure n'en a pas trop pâti pour le moment. Si on voit vraiment que la structure commence à dégueuler, là, effectivement, on aura mis en place notre M-top ici. On est le 5 mai, le CPI prochain, ça doit être le 10, dans 5 jours. Ça vaut ce que ça vaut aussi, mais en général, je vais revenir ici sur un autre indicateur qui est celui-ci. En général, les pleines lunes sont des événements qui semblent plutôt haussiers dernièrement, vous le voyez. Surtout depuis en fait qu'on est retourné un peu dans cette phase haussière. Je trade pas les lunes, hein. Moi personnellement, voilà, j'ai tendance à me méfier pour rentrer sur des longues quand on est pile sur une nouvelle lune. J'ai tendance effectivement à regarder si on n'est pas... c'est quelque chose que je regarde parce que je pense qu'on est des êtres humains. Enfin, je sais pas, tout simplement parce que quand je regarde la chart et quand je regarde l'indicateur, j'ai effectivement souvent, en bull run en tout cas, des nouvelles lunes qui sont... des pleines lunes qui sont plutôt haussières et des nouvelles lunes qui sont plutôt baissières. Et à l'inverse, en fait, situation inverse quand on est en bear market. C'est-à-dire que finalement, vous allez avoir des gens pendant les pleines lunes qui vont plutôt aller à contre-courant, ils vont essayer de shorter une tendance haussière et du coup ça va lui permettre d'aller encore plus haut. Je pense que c'est comme ça qu'on peut les appeler, les shorteurs lunatiques, on va dire ça comme ça. Et à l'inverse, quand on a effectivement des nouvelles lunes, peut-être que voilà, les gens sont un peu plus déprimés ou je sais pas, ou que du coup ils longuent, ils ont peut-être cette envie de longuer en haut de quelque chose, alors que finalement on se retrouve à faire les mouvements inverses. Encore une fois, je ne traite pas les lunes, c'est pas du tout quelque chose, mais c'est un truc sur lequel j'aime bien regarder un œil de temps en temps, et en l'occurrence, là, on est à la veille, je pense que c'est demain, d'une pleine lune, et parfois, en tout cas, sur la chart, c'est quelque chose qui nous dit que ça va plutôt être shorté, cette histoire. Donc finalement, est-ce que cette news n'est pas le début d'un catalyseur qui va commencer à nous emmener un mouvement ultra shorté, donc finalement un short squeeze? Dans les 4, en général, on considère sur les lunes qu'il y a des fenêtres de 4 jours, donc dans les 5 prochains jours, jusqu'au 10 mai. Est-ce qu'on ne va pas, à contrario, être haussier jusqu'au 10 mai et quel sera après le CPI, hein, c'est-à-dire qu'après après le 10 mai, si le CPI est bon, ça pourrait pousser encore plus. C'est quelque chose, effectivement, qu'on va voir ensemble. Vidéo, encore une fois, assez longue, mais on a parlé des retraites. Bien évidemment, si vous voyez... des sujets qui vous intéressent pas forcément, et ça parle aussi pour la page de pub que vous avez dû voir 1 million de fois si vous ne pouvez pas mettre en accéléré. Du coup, n'hésitez pas à passer, hein, c'est pas un problème. Voilà, je sais qu'il y a des gens par exemple qui passent la liquidité, il y a des gens qui passent sur l'analyse graphique parce que c'est plutôt, on va dire, leur point fort, c'est quelque chose qui chez moi les intéresse pas forcément. Donc voilà, n'hésitez pas à picorer ce qui vous intéresse de toute façon dans les vidéos. J'ai terminé cette vidéo, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la question du jour, elle sera sur... Est-ce que vous êtes du genre, quand vous avez on va dire, une petite bugnette sur votre voiture, à aller tout de suite chez le carrossier et à tout de suite remettre votre voiture d'équerre, ou même à le faire vous-même, hein, il y a des gens qui sont très bons en carrosserie, qui le font eux-mêmes à la maison, ou alors est-ce que vous êtes plutôt du genre à attendre qu'elle soit un peu carrée de tous les côtés avant de l'emmener chez le carrossier, ou tout simplement ne rien faire? Question à la con, mais voilà. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Venir nous rejoindre sur le Discord, éventuellement activer la cloche de notification, éventuellement mettre un like et un commentaire d'encouragement. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.